Berlinski et parmi eux, Richard, Christophe Barbier, notre homme de théâtre, pour fouler les scènes que vous aimez et vous faire découvrir des choses qui vous ressemblent. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Bonjour Christophe Barbier, alors aujourd'hui pour faire plaisir à notre invité, vous avez eu envie de nous emmener à Montparnasse au théâtre de Poche pour une leçon d'histoire particulière sur la Révolution française, Christophe Barbier. C'était tous les jours tempête, écrivait Stendhal à propos de Héros de Seychelles. Jeune noble qui prend la Bastille à 30 ans, combat les Girondins puis meurt guillotiné à côté de Danton en avril 1794. Cette tempête, Maxime d'Abbeville nous en fait revivre tous les tourbillons au théâtre de Poche Montparnasse. Il en incarne chaque orage. Il vole de trombe en trombe pour nous transporter de juillet 89, quand tout commence, à juillet 94, quand tout s'épuise, avec Thermidor qui met fin à la terreur et à ses flots de sang. Maxime d'Abbeville aime l'histoire de France. Il lui a consacré plusieurs spectacles du Moyen-Âge jusqu'aux confins du XVIIIe siècle. Il l'aime en citoyen, qui éclaire le présent en brûlant les planches par le récit du passé. Il l'aime en comédien, parce qu'elle lui fournit des personnages hors normes, des héros et des monstres. Il l'aime en professeur, parce qu'il a l'envie de transmettre. Il l'aime enfin en politique, parce qu'il a une vision du destin national, une certaine idée de la France. Voici donc Maxime d'Abbeville à l'assaut des 5 années qui ont pour toujours bouleversé la France et chamboulé la planète. 1789-1794. Il s'est passé plus d'événements politiques en 2000 jours qu'il ne s'en était déroulé lors des 200 ans précédents. Pour restituer la tornade, d'Abbeville se fait Louis XVI, Marat, Danton, Saint-Just, Charlotte Corday. Il est aussi nombre de seconds rôles de cette jungle humaine, grand pourvoyeur de la guillotine, ou bien velléitaire balayé par la rage. Il est le roi et le peuple. Il est sans culotte et sans scrupules. Il est le chaos et l'ordre nouveau. Au milieu de toutes ces figures, c'est la composition de Marat qui impressionne le plus. Marat et sa laideur, Marat et sa fièvre dogmatique, Marat et sa haine du genre humain déguisé en culte du peuple. Marat le mystique, Marat le misérable, Marat le mangeur d'hommes. Maxime d'Abbeville joue ce texte, il l'a écrit aussi, ou plutôt, il l'a cousu avec les plus belles étoffes littéraires. Ce sont des extraits de Michelet, de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, de Stendhal aussi que l'on entend ici. D'Abbeville a si bien tissé tout cela que l'on ne voit point la jointure, la couture. C'est une seule et même pièce de verbe qui se déroule. Derrière cette galerie de portraits, cette ribambelle d'orateurs, c'est une vision de la Révolution qui se dessine aussi. Et elle est bien sombre. Les massacres de septembre 1792, l'écrasement de la révolte vendéenne, l'incendie de sang de la terreur, les mots choisis donnent une force de réquisitoire au récit. Maxime d'Abbeville est-il contre-révolutionnaire? Est-il royaliste? Sans doute non, car il sait que l'histoire ne fait pas demi-tour. Mais il semble habité d'un regret et d'une nostalgie. Le regret du sang versé, de tous ces morts en bleu, blanc, rouge. La nostalgie d'un ordre ancien où l'équilibre guidait la nation, où la société était stable et paisible, où chacun restait à sa place. Mais c'était justement cela le problème, rester à sa place. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Lance Figaro à l'acte 5 du Mariage, à l'adresse de son maître, le comte Almaviva. Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Maxime d'Abbeville, lui, se donne la peine et la joie de jouer pour notre plus grand bonheur. Et merci beaucoup Christophe Barbier, je sais que vous êtes encore pressé aujourd'hui, mais merci pour votre analyse toujours pointue, juste, fine et précise. Christophe Barbier, bien sûr, notre monsieur théâtre, mais aussi notre Barbier du matin, à retrouver à 7h45 tous les matins pour son interview politique dans la matinale d'Ilana Ferradian. Et je vous aurai demain matin, moi, puisque je suis bien demain matin. Allez, tout de suite, on passe à l'émotion de Jérôme Goulon. Vous écoutez Radio J.
Golon. Bonjour Jérôme Cyrielle. Golon. Bonjour Richard. Bonjour. Alors Richard Rolinski, c'est le moment de la chronique culture-émotion. Alors l'émotion, quelque chose que vous aimez faire partager aux autres. Pourquoi je dis ça ? Puisque vous le revendiquez, vous aimez le partage. Je vous avais interviewé il y a quelques mois et vous m'aviez dit « J'aime ce que les gens aiment aussi, j'aime challenger les codes d'un marché qui se veut élitiste. L'art réservé aux seules élites, ce n'est pas votre truc Richard, ce qui vous a d'ailleurs valu notamment parfois un accueil assez froid de toute l'intelligentsia parisienne, notamment à vos débuts. » Alors on va commencer ce moment par une petite musique optimiste qui vous colle bien, une musique ultra populaire d'un artiste qui a été l'un de vos premiers clients célèbres, Pharrell Williams. L'optimisme, on en a bien besoin en ce moment, et notamment le milieu de l'art et de la culture, longtemps bâillonné pendant le confinement. Vous êtes à l'affiche actuellement de votre spectacle, Le Cabaret, qui a été 2 fois interrompu justement à cause du confinement. Il avait été interrompu après quelques représentations seulement. Donc on est heureux que ce spectacle soit là, on est heureux de vous voir sur scène et on vous le dit en chanson avec cette petite musique. Et pendant qu'on écoute Pharrell Williams, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Le Cabaret ? Ah, il faut que je fasse la promo. Ça peut servir. Alors, Le Cabaret, c'est simple, c'est une idée que j'ai eue encore dans ma volonté de partager, de donner la chance à des talents aussi de pouvoir éclore. Donc je partage ma scène, je raconte mon histoire un petit peu. C'est pas le premier spectacle, c'est un truc un petit peu différent. On quitte un petit peu le personnage Richard Rolinski, mais on est là dans un cabaret où on met en scène des danseurs, des chanteurs, voilà, plein de talents. Qui partagent votre univers et qui sont issus de plusieurs horizons. Horizons complètement différents. C'est vraiment, alors là, c'est un melting pot. Moi, j'aime bien de toute façon mélanger des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a des chanteurs, il y a des danseurs, je crois, il y a 2 chanteurs. Areski, je crois, découvert dans l'émission The Voice, et le jeune Skidjo, qui a, je crois, 14 ans. 16 ans. 16 ans aujourd'hui, et des danseurs exceptionnels, a priori Margot, Paloma, Léo et Lorenzo. Absolument, et donc c'est un joyeux bordel avec tous ces gens-là, et moi je viens à chaque fois, c'est plutôt eux qui viennent ponctuer mes histoires, mon humour, mes histoires vécues. Je parle beaucoup de choses vécues, mais beaucoup à la dérision, parce que je parle des métiers que j'ai faits, en me moquant un peu de ce que j'étais et tout, donc c'est assez drôle, c'est assez bon enfant. Il y a moi, ce que j'aime, c'est l'interaction, et c'est pour ça que je suis vraiment le mieux, c'est sur scène. La question n'est pas posée, mais j'ai fait des grosses scènes DJ avec plus de 200 000 personnes. Mais là, vraiment, l'interaction, la proximité avec les gens, c'est un petit théâtre. Public. Et donc, du coup, je descends parfois dans la scène, et c'est ça que j'aime bien. Et donc, à chaque fois, il y a beaucoup d'improvisation. Donc, c'est ça l'intérêt, quoi. Alors, je le disais, Richard Rolinski, c'est vrai que vous aimez le partage. Et à propos de partage, c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe chez vous, parce que l'un de vos surnoms, c'est le sculpteur des stars, ce qui donne un petit côté inaccessible. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai donné, monsieur. Ce n'est pas vous. Mais c'est un surnom qu'on vous donne. Maintenant, c'est Et d'un autre côté, quand je vous ai demandé il y a quelques mois quelle était votre plus grande fierté, vous m'avez répondu: ma plus grande fierté est de pouvoir populariser mon art et de le rendre accessible au plus grand nombre. Et c'est vrai, si certains de vos œuvres sont vendues très cher, d'autres sont à des prix accessibles, même si c'est pas toujours facile de les trouver parce qu'elles sont très demandées. En tous les cas, être populaire et accessible à tous, c'est loin d'être toujours le cas dans l'art. C'est votre cas à vous. On va poursuivre en fait cette rubrique art et culture, puisque quand on vous demande... Vous déclariez, à propos de la culture, un livre, une chanson, un film, une œuvre d'art, nous en avons tous besoin au quotidien. C'est vrai. Et quand on vous demande quelle pièce de théâtre vous a marqué, alors vous répondez Soupe Miso de Laurent Baffy. Laurent Baffy, on sait, c'est un grand ami à vous, qui vous a beaucoup soutenu, notamment quand vous avez décidé de faire de la scène. Alors dans Soupe Miso, on retrouve un petit peu de vous, en effet. Pourquoi ? Ce côté humain que vous avez, que vous revendiquez, votre goût de partager des choses sans exclure personne. Alors pour rappel, pour ceux qui connaissent pas cette pièce de Baffy, elle dénonce la misogynie dont ont été victimes les femmes pendant des millénaires et des millénaires, des femmes soumises, battues, brûlées, lapidées, torturées, rabaissées. Le sujet est traité avec humour, mais dénonce aussi des sujets graves qui sont encore, dans certains pays, malheureusement, d'actualité. Alors c'est une pièce à votre image. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est celle d'un touche-à-tout. Un touche-à-tout qui n'aime pas être enfermé dans une case. Oui, on peut dénoncer des sujets de société, mais oui aussi on peut le faire avec humour, ce n'est pas forcément antinomique. Quelque chose qu'on a parfois du mal à comprendre en France, un pays si fort pour enfermer des gens dans les cases. Vous le déclariez vous-même, il est parfois compliqué en France d'être un touche-à-tout, on aime bien mettre les gens dans des cases. Être enfermé dans une case, l'exact opposé de vous finalement, quand on connaît votre parcours, votre côté touche-à-tout. L'homme, je vous cite, aux 1 million d'idées par jour, l'homme, je vous cite encore, éternel, moi, insatisfait. Moi j'avais 12 000, on n'était pas loin. Moi c'était 12 000. J'ai tellement de bêtises aussi.
12 000, c'est déjà beaucoup. Alors pour finir juste avec cette pièce de Laurent Baffy, puisqu'on évoque Laurent Baffy, j'ai une petite question, Richard Orlinski. Laurent Baffy vous a soutenu quand vous avez décidé de faire de la scène. Vous êtes un artiste, vous avez le sens de l'esthétique. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine du changement capillaire et esthétique de Laurent Baffy? Voilà, vous voulez défrayer la chronique ou quoi? Ah non, je suis pas à Il n'y l'origine. a pas de question piège. Hein, Non, je suis pas du tout. Ça vient pas de vous. Je suis pas du tout à l'origine. Après, chacun, je crois, fait des choses. C'est des choix qu'on a besoin de se sentir bien. Oui. Je pense que c'est pour soi-même si on fait des choses. Si en plus la chirurgie, elle existe et qu'on peut. Il déclarait lui-même qu'on le reconnaissait pas dans la rue et c'est vrai qu'il s'est fait des implants, ce qui lui va très bien. Et on s'est dit tiens, est-ce que son pote Richard, est-ce que c'est lui qui lui aurait fait quelques conseils esthétiques? Non, je fais pas de conseils esthétiques et je crois qu'on ne veut pas donner de conseils à Laurent. Je pense que c'est pas quelqu'un qui accepte les conseils comme ça. C'est vrai. Alors on poursuit cette chronique avec un son que vous aimez. On écoute tout de suite un petit extrait de Nicky Jam. On va danser là. Hein. Ouais. Alors, c'est vrai, je le disais à l'instant, à la France, on aime bien enfermer les gens dans des cases. Vous avez de nombreuses facettes, notamment celle de musicien et DJ. Vous le disiez tout à l'heure à Cyrielle, vous avez un son en préparation avec Nicky Jam. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Que dire de plus? C'est compliqué de parler d'un son sans l'écouter. Si vous nous en avez dit un petit peu plus quand même. Sur la collaboration, oui. Donc c'est une collaboration. C'est un titre que j'ai composé avec John Maman. En feat, on a effectivement Nicky Jam qu'on entend, on a aussi Tory Lanez et John Z. Tory Lanez qui est un artiste un peu compliqué parce qu'elle a eu des petits déboires avec son épouse, ça fait un peu ça a défrayé la chronique, mais qui est un artiste incroyable quoi, qui a une voix pour moi qui est une des plus belles voix aujourd'hui du monde et qu'on n'a pas fait rapper justement, on l'a fait chanter. Donc c'était assez nouveau de l'avoir fait chanter. Donc du coup c'est quelque chose, c'est un espèce de titre, mais je pense qu'il est très 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 fort, beaucoup d'émotions. On a tourné à cause du Covid, on a tourné une partie du clip aux États-Unis, une partie en France. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un résultat et on vise quand même d'avoir un truc. Après la musique, on sait jamais, mais c'est très subjectif. On aimerait bien faire un hit mondial avec. On a hâte d'entendre ça. Ce sera pour quand? C'est très prochainement, c'est dans des sorties janvier. Très bien, on va rester alerte. Voilà. Ça sera l'un des événements du début de l'année 2022. Alors on va quitter la chanson et on se plonge rapidement dans le monde des séries. Comme beaucoup, quand on vous demande quelle série vous a marqué récemment, vous répondez comme beaucoup Squid Game, véritable phénomène mondial. Alors à ce sujet, là encore, vous vous démarquez des autres, puisque lorsqu'on vous demande ce que vous avez aimé dans cette série, vous ne parlez pas immédiatement du contenu, mais vous répondez « j'ai aimé l'esthétique de la série ». Esthétique de la série, chose qui vous a frappé en premier, déformation professionnelle sans doute. Alors on le sait, une saison 2, ça vient d'être officialisé, aura lieu. Vous déclarez aussi, à propos de cette série, ils auraient pu aller plus loin dans le sens de la série. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Aller plus loin dans cette série, à quoi vous pensiez? J'ai trouvé, ça a beaucoup toucher les gens parce que c'est un côté très surprenant. C'est juste en fait, si on regarde l'histoire, c'est juste le prix du danger revisité. Je sais pas si vous avez ce film, oui. Qui avait été d'ailleurs un remake avec Schwarzenegger. D'abord, c'était fait avec Lanvin et Piccoli. Ensuite, il y a eu le remake avec Schwarzenegger. C'est un peu c'est ce qui avait attiré. Et en plus, dans un monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est encore plus puissant parce qu'on en ose quand même briser des tabous, tuer les gens. Enfin, il y a un côté, voilà. Ce que je trouve ce qui est dommage dans cette série, c'est qu'il y a pas de continuité à l'intérieur. Il y a pas d'histoire dans l'histoire. On est quand même un peu frustré. À un moment, il y a je sais pas, l'histoire du flic, il se passe plus rien avec lui, l'autre qui est frère. En fait, c'est que des choses avortées et ça reste comme sur une ligne droite et il pourrait y avoir plein d'histoires dans l'histoire c'est ce qui intéresse dans les séries. J'ai encore regardé la saison 3 hier de Narcos au Mexico, ouais. Et on voit comme qu'il y a l'histoire du flic, mais qui s'intéresse parce que les filles qui sont violées, qui sont battues. Il y a des histoires dans les histoires et ça qui est intéressant et qui maintient. Moi, j'ai trouvé vers la fin qu'on me perdait un peu parce que le truc il est génial, mais je trouve qu'ils n'ont pas été du tout au fond. C'est resté très focus. En surface. Voilà, il y a plein de, ils ont fait venir des personnages mais qui n'ont pas de rôle finalement. Même les riches à la fin qui sont là, qui payent pour ça, on sait pas vraiment qui c'est. Bon, ils payent, ok, mais ils n'ont pas d'histoire. Personne n'a d'histoire en fait. C'est pas creusé. Voilà. Peut-être qu'ils développeront ça dans la saison 2, on verra. Oui, c'est ce qui d'ailleurs c'est la fin de la saison 1. Ils annoncent qu'ils vont faire vraiment complètement autre chose. Ils nous montrent et justement parce qu'ils sont arrivés comme il n'y avait pas eu d'histoire à côté, ils sont arrivés à la fin de leur histoire, de leur phénomène, et là on voit ils ouvrent la porte sur quelque chose qui va être complètement nouveau. Ça va pas je crois que vous allez suivre très assidûment cette saison 2 parce que je vous sens très passionné par cette série. C'est vrai.
Et puis on pouvait pas terminer cette chronique, Richard, sans parler des animaux. Alors, pourquoi les animaux? Parce que c'est quelque chose qui a une place prépondérante dans votre vie, dans votre œuvre notamment. Vous êtes indissociable du fameux Kong, qui vous a rendu célèbre. Mais le choix du Kong, c'est tout sauf un hasard, parce que vous déclarez: mes créations sont une réflexion sur l'instinct animal et la nature humaine. J'ai toujours été attiré par les animaux sauvages. Alors pour terminer cette chronique, on va écouter un son qui me fait penser à vous, et je vais vous expliquer pourquoi. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut que Ça a dû Le faire du livre de la nécessaire. jungle. Voilà. Alors, Walt Disney. ce son, pourquoi il me fait penser à C'est vous? Balou. Bah voilà, parce que déjà parce qu'il est chanté par un animal, Balou, et on connaît votre lien avec les animaux, notamment dans votre œuvre. Et ensuite parce qu'il chante: il en faut peu pour être heureux. Une phrase, Richard Orlinski, que vous auriez pu déclarer, puisque lorsqu'on vous demande ce qu'il vous faut pour être heureux, vous répondez: de pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Comme Balou, finalement. Richard, je lance un appel: après le Kong, on attend avec impatience une sculpture de Balou. Balou, oui, mais de toute façon, on va pas se mentir. Moi, j'ai été élevé, j'ai vécu avec le livre de la jungle, donc Ça vous a inspiré. Et qui pour moi, de toute façon, c'est un monument. Le livre de la jungle, on voit tous les caractères des personnages, c'est des humains. C'est tout. On voit la perversité, Tout à la fait. perfidie, la générosité. C'est vraiment, ça retrace vraiment. Tous ces animaux retracent l'être humain. Donc effectivement, c'est. Bah voilà, c'était la citation de vous que je cherchais et la transition est toute trouvée. Merci beaucoup Jérôme Goulon pour Merci. cette chronique toujours très fine, très juste, avec un très bon radar comme vous avez l'habitude d'avoir. Et à présent, si vous voulez bien, Richard Orlinski, vous vous faites croquer par notre chroniqueur, à défaut que ce soit dans le livre de la jungle quelqu'un qui vous croque. Comment il s'appelait le serpent Croqué d'ailleurs? comme un chocolat. Cannes. Cannes, exactement. Non, Cannes, c'est le non, tigre, il pardon. s'appelait K.A.. K, voilà, on y est presque. Allez tout de suite. Ayez confiance, croise en moi. C'est ça, ayez confiance. Alors on va essayer d'avoir confiance en notre chroniqueur Rudy Doucan, alias Baba Rudy, découvert dans la télé-réalité The Circle sur Netflix, où il nous a régalé, comme on dit chez lui, et l'occasion de mettre nos papiers en éveil sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Comment vous avez fait dans l'ombiliquement pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Vous attaquez le miel. Pour elle, c'est normal, tout ça, c'est normal. On aime beaucoup ce petit générique. Rudy Doucan, bonjour, j'en perds mes mots. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très très bien, bonjour à tous. Et ben voilà, comme toujours en direct de Marseille. Alors Richard Orlinski, vous cherchez du regard, ça va être difficile puisque vous n'êtes pas avec nous, mais vous allez nous apporter du soleil et aussi peut-être un petit peu de saveur aujourd'hui sur Radio J, puisque vous avez la marmite dans l'œil, puisque nos invités vous inspirent. Un plat, quoi donc aujourd'hui? Alors pour moi, bonjour Richard, Bonjour. enchanté. Alors pour moi, Richard, c'est un plateau de sushi. Ah. Voilà. Parce que déjà, je sais que vous aimez la cuisine japonaise et que vous êtes à la diète. C'est pas vrai. Et vous savez, attendez, vous n'êtes pas dans le studio, Rudy, mais je tiens à vous dire qu'il y a un plateau de sushi en vérité qui l'attend juste en bas de son siège et que Richard Orlinski vient de me montrer. Donc Exactement. là, c'est plus que le compas dans l'œil. Ah, c'est incroyable. Alors là, je suis très fier de moi. En Ah oui. plus, le sushi, je crois que c'est quand même assez diététique et alors, évidemment, si on fait pas comme moi, je sais que j'en mange minimum une trentaine. Donc là, du coup, ce n'est Ah plus ouais. C'est la base. diététique, Ah. mais c'est la base. On est d'accord. Et déjà, parenthèse, c'est toujours les gens sveltes comme vous qui sont à la diète. Vous savez, moi, par exemple, je suis jamais à la diète. Moi, je suis au régime directement. Je dois pas avoir la diète. Bref. Donc pourquoi Richard Orlinski pour moi un plateau de sushi? Eh bien, parce qu'un beau plateau de sushi, c'est comparable quand même à une œuvre d'art, de par ses couleurs. Ah. C'est vrai. Comme vos œuvres qui sont reconnaissables par ces couleurs flashy. Comme un plateau de sushi, vos œuvres sont colorées et cubiques, géométriques. Moi, j'adore tout ce qui est cubique. J'ai moi-même un Rubik's Cube à la maison et j'arrive à le terminer en moins de 4 minutes. Alors, C'est on est long. loin du record du monde, mais je suis quand même très fier de moi. Je le termine et c'est déjà... C'est déjà bien. Moi, je termine pas. Voilà. Mais moi, franchement, je suis très fier de moi pour ça. Mais pour en revenir à nos sushis, les Japonais considèrent que chaque sushi est préparé comme une œuvre d'art. On est très très loin de sushi shop, plein d'autres sushis qu'eux, ils en font à l'appel. Moi, je sais pas si vous avez déjà mangé, c'est un vrai sushi man, mais Bien quand sûr. un chef sushi vous prépare un sushi, il est d'une minutie incroyable. C'est vraiment un artiste quand il le prépare. Alors évidemment, le temps de faire un sushi, il est beaucoup moins long que de faire un King Kong de 5 mètres. Je suis d'accord avec vous. Pas faux. Mais bon, c'est vrai. Moi, j'aimerais qu'un jour vous fassiez un King Kong de 7 mètres avec un sushi de 1 mètre dans les mains. Ça, Pas c'est mal. vraiment un de mes rêves et je vous jure que si vous le faites,
Je le mets direct dans mon non, je le mange pas, je le mets dans mon salon directement cette heure. D'accord. Vous avez la place? Justement, non, ma femme va gueuler parce que je suis dans un 60 mètres carrés, mais c'est pas grave. Pour l'amour de l'art et des sushis, je vous jure que je le ferai. Écoutez, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée en tout cas. Je pense que ça va inspirer Richard. Bien Je sais pas sûr. ce que vous en pensez. Bien vous, sûr, voilà. là, j'ai fait direct. Allez, merci beaucoup Rudy, Merci alias beaucoup. Baba Rudy. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux, bien sûr. On vous retrouve lundi pour croquer, manger, nous inviter, mais aussi sur scène ce soir à Aix-en-Provence. Exactement. Vous nous dites un petit mot quand même là-dessus, assez rapidement? Bah oui, ce soir, je vais jouer sur mon spectacle sur Aix-en-Provence. Là, je vais jouer sur Marseille. Je vais jouer à Paris en mi-décembre. Donc, je vous donnerai bientôt la date. Et vous allez venir nous Et, voir surtout. Et évidemment. Et dès que je joue sur Paris, je viens directement vous voir. Évidemment. Eh ben parfait. Merci beaucoup Rudy. En attendant, toutes vos chroniques croquantes sont à retrouver en podcast sur YouTube et radioj.fr. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, une pause suivie du journal de l'information de Steve Nadjar. Notre coup de cœur du jour, une surprise pour parler de vous, Richard Orlinski. Nos auditeurs qui vous interrogent et notre séquence tac au tac. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez nous écrire et poser vos questions à Richard Orlinski, eh bien, il faut le faire sur cyrielsaracohen@gmail.com. Restez connectés sur Radio J.